C'est un Real vulnérable en Liga espagnole qui reçoit ce mardi au Santiago Bernabéu son voisin de l'Atlético. C'est bien sûr pour les huitièmes de finale aller de la Ligue européenne des champions de football. Décryptage d'une défaite qui fait tâche du Real qui laisse filer ses rivaux dans la course au titre là-bas en Espagne. Pas de vainqueur dans le duel au sommet en Série A. L'Inter, repris au marquoir par le Napoli, reste tout de même leader. Le Bayer Leverkusen s'offre en déplacement. Francfort essuie le rythme imposé par le Bayern en Bundesliga. Paris n'a toujours pas d'égal en Ligue 1. On évoque justement le Tour d'Europe. Dans la deuxième partie, nous évoquons toutes les affiches des huitièmes de finale aller des coupes européennes. Nous donnons aussi la parole aux éditeurs pour clôturer PFE numéro 924 du jour. Bonjour et bienvenue sur votre radio à ce rendez-vous du foot européen. Mise en onde Théo Ajavon. La vidéo, c'est l'affaire de l'homme à devant. Je suis Latif Yor. Les spécialistes bien au rendez-vous. Franck Nounyama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. C'est le premier numéro du mois de mars. Le mois de mars, qui coïncide avec le mois de jeûne pour nos frères musulmans. Beaucoup de courage à vous. Merci. Donc on va rester prudent et vigilant. Oui, prudent, vigilant, surtout sur les routes et Noël de Souza. Oui, surtout sur les routes. Bonjour Latif, bonjour au plateau. Bonjour à tous les fidèles branchés et courage et beaucoup de prudence comme vous venez de le dire. Courage aux frères musulmans qui sont en train de traverser ce mois saint. Donc on va toutefois implorer la providence divine pour que tout se passe bien du début à la fin. Merci. Nayo Elon, bonjour. Bonjour Latif, salut au plateau et salut à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Et bon Ramadan à tous nos frères musulmans. Merci. Delanova Tikoun, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour à toutes et à tous. Comme les uns les autres l'ont dit, moi aussi je vais également souhaiter bon mois de carême à nos frères musulmans. C'est vrai que nous avons différentes appartenances. Mais après tout, on parle toujours de la foi à tous les niveaux. Je crois qu'avec cette foi-là, on peut faire tout. Et j'espère vivement qu'à la fin, Allah va faciliter tout ce que la communauté musulmane va demander comme prière. Oui, Alpha Blondy a dit God is one, Allah is one. C'est ça. Dieu est un et unique. Voilà, c'est le même Dieu que nous. Voilà, adorons de diverses manières. On ne va pas faire de jaloux. Il n'y a pas eu championnat chez vous en Angleterre, dans le Royaume. Il y a groupe, avec une seule surprise. Élimination de Manchester. Bon, je ne sais pas encore si c'est une surprise. Oui, c'était Fulham qui est mieux classé. Qui est mieux classé que United. Donc à l'arrivée, ce n'est que logique. Donc, voilà, City s'est qualifié. City s'est qualifié. Bournemouth, on sait que Liverpool était déjà éliminé par Plymouth. Donc City a vengé Liverpool. Voilà, son rival de la ville. Voilà. Sinon, Brighton également s'est qualifié aux dépens de Newcastle. Là, on a eu également Crystal Palace qui a respecté son rang devant Millwall. Aston Villa, déjà dès le vendredi, avait écarté Cardiff également 2-0. Et donc voilà, avec Asensio qui brille désormais avec ce nouveau club. Et donc voilà. On va souligner que c'est le 5e tour de la FA Cup. C'est le 5e round de la FA Cup. Et juste derrière, ce sont les quarts de finale qui démarrent. Qui vont arriver. Donc voilà. Peut-être un trophée cette saison pour City à ce niveau-là. Ils sont rois actuellement. Oui, c'est possible parce que quoi qu'on dise, City traverse une période difficile par rapport au niveau que nous a souvent présenté Pep Guardiola. Mais cette fois-ci, on sent quand même que cette équipe-là, peu importe ses soubresauts, il est 4e de Premier League. Ils sont en quart de finale de cette FA Cup-là. Ça veut dire que la saison n'est pas aussi bâclée que ça. Certes, ils nous ont habitués à de performances huppées, mais cette fois-ci, on sent quand même que c'est un club qui n'a pas tout lâché. Guardiola qui est en train de travailler, il est déjà en train de chercher des jeunes. Ça veut dire qu'il avait dit que c'est une saison à oublier, mais quand il y a des opportunités,
il faut en profiter. Il faut peut-être éviter une saison blanche. Oui, c'est important pour le quadruple tenant du titre en Angleterre. Manchester City qui n'a pas habitué ses fans à ces genres de performances. Donc il fallait saisir toutes les occasions qui s'offrent. FA Cup, ils sont en quart de finale. Donc c'est bon à prendre pour eux et préparer justement la saison à venir. Quand on a des clubs comme Bournemouth, comme Fulham et puis d'autres, Crystal Palace, Nottingham qui va jouer... qui va battre Ipswich Town ce soir. Oui, qui ce va soir, battre. parce que... Qui va battre C'est un pronostic. Le championnat, c'est déséquilibré, mais c'est en coupe. Ouais, voilà. Quand on parle de course, ce ne sont pas toujours les meilleurs qui gagnent. Ah oui, la coupe aussi a sa réalité. À éliminer Liverpool. Ouais. Voilà. Donc, mais on se disait il y a quelques jours que Manchester United pourrait passer par cette coupe-là parce qu'ils sont quand même détenteurs du trophée. Et on se disait que voilà, Liverpool est sorti, Man City était là, mais Arsenal également était déjà éliminé. Donc, ils peuvent passer par ce canal-là pour remporter au moins un trophée cette saison. Malheureusement, Fulham a dit non, il faut aller continuer par travailler. Mais vous prenez Bournemouth, vous prenez Nottingham, probablement devait battre ou bien devrait éliminer Ipswich. Ce sont des équipes que cette saison, ils montrent quand même de très belles choses. Bournemouth, c'est vrai que récemment, le dernier match du championnat, ils ont été battus. Ça fait deux défaites. Oui, deux défaites. Mais vous prenez le contenu par rapport à ce que cette équipe-là montre avec des joueurs comme Justin Kluivert, avec le Burkinabé Dango Ouattara. Il y a d'autres joueurs également qui font quand même, en tout cas par rapport à leur pedigree, une bonne saison. Donc on peut espérer que ces clubs-là peuvent créer la surprise dans cette compétition. Quoi qu'on dise, Manchester City est toujours là. Peut-être ce sera leur seul trophée également cette saison, qui sait, parce qu'en championnat, ils ne peuvent plus rien. Ils sont également déjà éliminés en Ligue des Champions. Peut-être une affiche Manchester City qui l'a, parce que c'est Bournemouth, ou bien Fulham, ou bien Nottingham également, c'est important pas. En tout cas, mais il faut que ces équipes-là jouent d'abord sur le terrain, parce qu'on sait très bien tout ce qui s'est passé avec les gros de la première. On va suivre de près justement cette City Cup au niveau Bournemouth à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà. On va maintenant partir pour le vrai tour d'Europe. Aquí está la Liga Española. Le Real Madrid perd le nord en Liga espagnole. Quand on est candidat pour la couronne et qu'on perd des matchs dans le dernier corner, ça fait tâche. Franck Nouniaman, le Real Madrid battu par le Betis décroche dans la course au titre. C'est le match qu'il ne fallait pas perdre. C'est vrai que ce n'était pas un match décisif, mais c'est un match dans la course au titre qu'il ne fallait pas perdre. Le Real Madrid a été un tout petit peu dominé techniquement lorsque vous regardez l'ensemble du match. L'ancien joueur de la maison, Isco, et puis l'autre Anthony ont fait complètement déjouer le Real Madrid, a obligé Rudiger à commettre ce penalty bête. Donc à l'arrivée, c'est lorsque vous regardez l'ensemble du match, il y avait eu juste ce but. Et puis après, le Real n'a plus joué. Ils ont perdu le fil de la rencontre. Et logiquement, le club de Betis a gagné. 2-1. Brahim Diaz a marqué un but qui n'a pas pesé. Vous avez prédit, Vicente, que si Anthony joue, ça va faire mal, et ça fait mal. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Ceux qui nous suivent. Oui, comme Dembélé. Anthony a joué, ça a fait mal. Je pense que le Real a fait preuve d'excès de confiance. Peut-être ils n'ont pas considéré cette équipe de Betis Séville qui a joué pleinement le match, surtout avec le maestro, comme Franck l'a dit, Isco Alarcon, qui a été tout simplement phénoménal dans ce match-là. Anthony également, qui a posé beaucoup de difficultés sur son aile. Et je pense que Betis Séville mérite tout simplement d'obtenir ces 3 points-là. Le Real n'a pas été à la hauteur. Et je pense que cette perte de points va forcément peser dans la balance par rapport à la course. Oui, il n'y a plus de complot. Ça va compter. Il n'y a plus de complot contre le Real. Oui, ça va compter. Qui a parlé de complot?
Non, c'est à moi la question. La question vient de moi. Merci beaucoup. Et donc, Il ronronnait. C'était pas une question. et puis voilà, ça va s'enchaîner surtout avec ce match contre l'Atlético de Madrid, Oui, des champions. Et je pense que c'est maintenant même que le vrai mental du Real doit être engagé, que ce soit au niveau des joueurs et que au niveau du staff également. Et je me pose beaucoup de questions par rapport à certains choix de Carlo Ancelotti. Pourquoi il s'entête forcément à faire jouer des joueurs qui ne sont pas forcément encore prêts? Vous parlez de qui? Quand on prend Alaba par exemple, c'est un joueur qui n'est pas encore prêt, mais qu'il a tout simplement Il a aligné. ce match-là. Oui. Ce n'est pas un match contre Rayo Vallecano ou un match contre un certain Malaga dans le train. C'est Betis Séville quand même. Il y a quand même des individualités qui peuvent faire mal de l'autre côté. Maintenant, je pense que c'est fait. Et le Barça est devant. Et avec 3 points. Il va falloir maintenant coller. 3 points en Liga. Delanov, c'est comme voilà, 30 points. Oui, c'est comme 30 points, mais en même temps, c'est sur un match. Et s'ils gardent cet écart-là, lors du Classico prochain, ils peuvent se relever dans cette rencontre. Mais en même temps, il faut le dire, en Liga, c'est un Real Madrid qui patine toujours. C'est vrai qu'entre-temps, ils avaient été leaders du championnat, mais dans le contenu, dans la sérénité, vous sentez toujours que l'équipe n'est pas aussi sereine, l'équipe n'est pas aussi en confiance comme elle l'est souvent en Ligue des Champions. Comme souvent, ils sont très conquérants en Ligue des Champions, mais en Liga, cette saison, ils souffrent quand même le chaud et le froid. Donc, sur cette rencontre-là, on savait très bien que le Real Betis, c'est ce club-là qui peut regarder dans les yeux des équipes comme l'Atlético, le Barça ou encore le Real Madrid. Ils ont quand même de très bons joueurs. Marc Bartra, par exemple, est toujours là. Nabil Fekir était entre-temps du côté de Real Betis. Actuellement, vous avez Anthony, depuis qu'il est arrivé. Il fait quand même de très belles choses. Isco, on en a parlé la dernière fois. Qui retrouve une nouvelle jeunesse. Qui retrouve sa forme. Il a marqué la dernière fois, c'est vrai que c'était sur un penalty. Il a célébré à sa manière. Et après, il a présenté des excuses. Mais ce sont des rencontres où si vous êtes dans la peau d'une petite équipe, vous avez envie de jouer ces rencontres-là, de vous faire voir. Et c'est ce que le Real Betis a fait la dernière fois. N'oubliez pas, le Real Betis aussi est en course pour chercher une place européenne. Ils sont 6e. Oui, c'est pour chercher une place européenne. Si on ne peut pas jouer en Ligue des Champions, au moins on peut passer par l'Europa League. Et c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois en s'imposant. Le Real est en février-mars, mais ça piétine toujours. Ça piétine toujours. Et je veux rejoindre peut-être Vicente sur le choix de Carlo Ancelotti de faire jouer par exemple Alaba. Oui, c'est vrai que ça a obligé Tchouaméni également à faire beaucoup plus de tas défensifs et le milieu, on a vu que c'était désorganisé totalement. Mais également l'offensif. Le Real a été ce club toujours qui va encaisser. Même avec le Ramos, Varane, tout ce qu'on a eu, le Real encaisse toujours. Mais la force, c'est d'avoir toujours des offensifs. Encaisse souvent. Encaisse souvent, voilà. Oui. Sinon, il y a eu des matchs... ils n'ont pas encaissé, même cette saison. Et donc, voilà. Mais le Real, c'est toujours cette formation avec des qualités offensives capables d'annuler tout ce qu'il encaisse comme but. Parce qu'on a des offensifs qui vont toujours marquer. Quand vous voyez dans ce match, par exemple, où Vinicius rate quasiment tout, il a perdu 11 ballons, il a essayé des trucs qu'il a ratés. À un moment donné, on ne peut pas parler d'Ancelotti, par exemple. À un moment, les joueurs doivent prendre également leurs responsabilités. Les offensifs, l'autre fois, Mbappé, Vinicius, tout ce qu'on a vu. Mbappé, lui, il a traversé le match. Il a traversé le match. Ils ont raté quasiment tout. Et donc, le défensif, oui, mais je ne pense pas que ces 2 buts encaissés. Ils auraient pu marquer 3. Marquer 3, par exemple, l'autre fois. Et il y a également un penalty, bête concédé par Rudiger. Et au-delà de tout, à un moment donné, je pense que Modric, il est énorme, il a fait beaucoup de choses, mais à un moment donné, on ne peut pas continuer. Oui, il faut savoir, on ne peut pas continuer toujours pas faire confiance à Modric. Depuis le début de saison, on n'a pas un match référence, par exemple, de Modric, à part le week-end. Justement, c'est la seule chose. Voilà. Justement, la seule. Il n'y a pas match référence, il y a but référence. C'est la chose qu'on retient de sa saison. Et à un moment donné, le Real doit avoir
doit être capable d'avoir des réservistes qui peuvent rentrer faire des choses. Modric, c'est 40 ans. Et l'autre fois, mais le Real n'a pas de banc. Il vous fait des coups de Justement, c'est génie. le problème. Vous aurez l'analyse C'est tout à le l'heure. problème. C'est pourquoi on parle souvent des mercatos du Real qui sont pour moi qui ne sont jamais réussis. Parce qu'à un moment donné, il va falloir penser, recruter des joueurs qui seront là et qui vont faire l'affaire. Parce que les vieux, ils vont être toujours des joueurs. Même quand on ramène Zidane aujourd'hui, il serait capable d'être un joueur d'éclat. Mais sur la durée, sur la constance, ça ne va pas aller. Et donc, à un moment donné, on doit repenser tout ça. Oui, comment évaluez-vous l'attitude, je veux dire cela comme ça, du Real sur certains matchs, Noël de Souza? Non, je pense tout simplement que le Real a raté son mercato parce qu'ils ont cru peut-être en cette victoire en Ligue des Champions, ils se sont vus trop beaux, ils se sont dit que la marmite va toujours faire de bonnes sauces, oubliant qu'à un moment donné, il y a une fin de cycle à tout. Kroos est parti, pourquoi? Parce qu'il n'était plus capable de fournir les efforts qu'il faisait à un moment donné. Modric, celui-là, a voulu continuer, mais Modric, c'est le gars qui vous sort un match, un coup d'éclat, un coup de génie, mais il est incapable d'enchaîner 2-3 rencontres de suite à un top niveau. Alors, quand vous prenez un peu le Real Madrid, derrière, ce n'est pas aussi rassurant. Parce que vous avez un joueur, entre guillemets, mécanique comme Rudiger, mais face à des joueurs qui sont beaucoup plus techniques, il a beaucoup de mal. Vous prenez à côté Asensio, il est en train d'assurer, mais à là-bas, il est revenu avec son expérience et tout, mais c'est un joueur qui n'est pas en forme, Vincent l'a dit. Il n'est pas en forme. Et depuis qu'il a enchaîné 2 ou 3 blessures de suite, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les dirigeants du Real comprennent que c'est un joueur qui n'a plus ce niveau-là, qui n'a plus cette capacité de faire avec. Maintenant, l'autre côté également dans ce championnat, c'est ce Real Madrid qui avait tous ces soucis-là, mais qui a préféré, étant un grand manipulateur, un grand savant du jeu du pouvoir, de jeter tout sur l'arbitrage, de dire qu'il y a eu un complot contre le club du Real Madrid. Vous parlez de qui? Du Real Madrid. Ah, vous parlez du club? Oui, du club. Or, en réalité, il savait qu'il y a également des soucis. Ce n'était pas forcément, je l'avais dit dans ce studio, ce n'était pas forcément... C'est le Real qui a des soucis. Non, je n'ai pas dit ça. Je voudrais dire que c'est partagé en fait. On ne peut pas perdre une rencontre pour dire que c'est seulement à cause de l'arbitrage. Parce que si vous prenez toutes les rencontres où à la fin le Real perdait et criait, il y avait quand même eu des opportunités. Il y avait eu des occasions de prendre les 3 points. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils étaient également responsables. Mais quand on pointe seulement du doigt l'arbitrage, on est en train de dépanner certains joueurs qu'on devait bousculer pour pouvoir mieux donner sur la pelouse. Des soucis. Est-ce qu'on peut dire que le Real s'expose déjà, que ce soit en Liga, et même bien sûr on ne va pas tout de suite commencer par parler de la Ligue des Champions, mais est-ce qu'on peut dire que le Real s'expose déjà par rapport à la suite de la saison, Franck? Oui, ça, mentalement, ça ne va pas être facile à gérer, surtout quand on a des résultats aussi, on va dire, désobligeants, j'ai envie de dire. Le Real, normalement, sur ce match-là, devrait pouvoir s'imposer dans la course au titre, mais c'est une occasion ratée. Ce n'est pas, on va dire, un faux pas décisif. Ils ont encore les moyens de revenir. Il y a beaucoup de matchs derrière. Puisqu'il y a seulement 2 points. Donc, s'exposer... Ça fait 3 désormais avec le Barça. Oui, s'exposer... Bon, on peut le dire dans une certaine mesure parce que lorsque vous prenez les matchs contre l'Atlético, c'est jamais facile pour le Real. Lorsque vous prenez le Classico, ils ont été corrigés par le Barça. Quand on prend juste ces 2 matchs, ça veut dire que ça va être compliqué. Ce ne sera pas du gâteau pour eux. Il va falloir aller chercher ces victoires-là pour vraiment prétendre aller chercher encore le titre. Mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est un grand club. On sait toujours qu'ils ont souvent réagi. On verra bien la suite. Mais pour le moment, j'ai envie de dire qu'ils sont un peu plongés, un peu dépassés par les événements. Mais bon, ça reste un championnat. Avant de parler du Barça, l'adversaire direct du Real, c'est l'Atlético qui quand même dans la difficulté, a su faire l'essentiel. 1-0, c'était face justement à Bilbao. Oui. C'était quand même un duel, on l'avait déjà dit, mais l'Atlético a su quand même gagner ce match par réalisme surtout. Avec l'inévitable Alvarez. Effectivement, c'est un club qui ne va pas vous sortir un grand jeu, mais qui sait gagner aussi parfois. Donc, surtout avec cet Alvarez-là, cette saison qui brille. Pourquoi cet Alvarez? Puisque, bon, à son arrivée, on doutait un peu de son adaptation et
voilà, il a fait mentir tout le monde. Effectivement, il occupait un deuxième poste, on va dire, à City. Et puis arrivé en Espagne, on s'est dit que ce serait compliqué pour lui, mais il s'est vite adapté. Aujourd'hui, il fait gagner des matchs. C'est comme un Clément Langlais aussi, hein, qui voilà, en difficulté ailleurs, mais maintenant qui fait partie quand même. Donc, je pense que c'est tout simplement des 3 points qui sont très importants dans la course au titre pour l'Atlético. Je me dis que si le Barça et le Real ne savent pas faire, l'Atlético peut pourquoi pas faire un coup. Parce que si justement comme ça a été le cas en 2014 ou en 2021, donc tout est possible avec l'Atlético de Madrid aussi. Mais je pense que ce n'est pas encore fini. La course est bien relancée encore une fois. C'est vrai que le Real a perdu et le Barça occupe aujourd'hui le premier rang avec un score assez important. Mais tout n'est pas fini. Je pense qu'on s'attend encore à un remodissement. On verra tout cela. Le Real a perdu, la Real aussi a perdu, écrasé 4-0 par le Barça. Noël. Oui, Noël sourit, voilà. Non, mais moi je souris tout le temps. Quand le Barça gagne, il est à l'heure. Non, mais je souris tout le temps. Je souris tout le temps et je suis beaucoup plus à l'heure. Alors, sur cette rencontre, je pense que la Real Sociedad était arrivée après déjà cette défaite en milieu de semaine face au Real Madrid. En Coupe du Roi. Sûrement que ça fait des bouches d'énergie et tout. Vous n'avez plus toutes vos capacités. Donc, face au Barça, où surtout qu'il y a eu ce carton rouge d'entrée face à cette erreur de ce défenseur-là sur Dani Olmo, et derrière, ça a coulé. Le Barça était même dominant et possesseur. À un moment donné, Flick a tourné. Il a profité pour faire, je pense, 4 changements. Donc, ça voudrait dire que le Barça a été à l'aise. Avec ce rouge-là, ils ont plus eu des facilités face au but des joueurs qui ne marquaient pas, Casado et l'autre également, latéral gauche, Gérard Martin qui a marqué. Donc ça veut dire que le Barça est beaucoup plus à l'aise. L'ami Yamal malheureusement n'a pas marqué, mais il a été le joueur qui a le coup beaucoup avec plus le dribble du match. Tiré dans cette partie. Maintenant, le Barça est beaucoup plus à l'aise. Je pense que ce rebondissement en milieu de semaine face à l'Atlético également peut être un match de référence pour ce club-là, parce que quand on prend l'Atlético qui encaisse 4 buts dans une rencontre, ça n'arrive pas tout le temps. On sait que l'Atlético, c'est beaucoup plus dur défensivement. La réaction de ce club, après avoir été mené 2-0, revenir à 2-2, mettre 4 buts, même si derrière ils ont pêché, je pense que parfois il y a des matchs comme ça qui vous réveillent. Et je pense que le Barça est aujourd'hui sur de bons voies. Maintenant, il faut parler de Lewandowski également, qui est en train de réaliser la meilleure saison depuis son arrivée. Il est déjà à 34 buts, alors que la saison n'est pas encore terminée. Sinon, ça fait 21 en Liga. En Liga, 21 oui, en Liga. 21 en Liga, tout comme ailleurs, il y a aussi 21 buts pour Retegui. Il y a 21 buts également ailleurs, je crois. Harry Kane, voilà, qui également le chiffre 21 à l'honneur. Voilà, le chiffre 21 est à l'honneur, justement. Alors, lorsque vous prenez le Barça, ça fait, je crois, un 8e succès de rang en Liga. Le Barça, apparemment, n'est plus près de s'arrêter. Ça marche vers le titre de la Nova. Oui, ils ont marché lors de la même manière en première partie de saison. Après tout, on a vu qu'ils s'étaient un peu essoufflés. Mais le Barça, c'est ce club-là, Noël l'a dit entre-temps, qui met le pied sur le ballon et qui ne recule devant rien. Et joue jusqu'à la dernière minute et continue de marquer des buts. C'est vrai que la Real Sociedad a écopé d'un carton rouge et après cela, on a vu le Barça a déroulé. Mais le Barça, depuis quelques semaines, montre tout simplement que oui, ils sont en confiance. C'est une équipe, malgré la jeunesse, ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Ils marchent en avant. Et dans cette rencontre-là, surtout, on a vu encore la patte de Lamine Yamal. C'est qui le leader de cette formation aujourd'hui? Moi, je pense beaucoup plus que c'est ainsi Dieter Flick.
c'est lui le patron parce qu'il est capable de sortir. Et en termes de joueurs, c'est qui le leader? En termes de joueurs, on peut parler des joueurs qui prennent leurs responsabilités sur le terrain. Donc, ils sont tous leaders. Pas forcément. Pedri, Mais Yamal. Pedri, oui, au milieu de terrain, c'est lui qui organise pratiquement tout. Marc Casado, avec sa petite taille, qui casse énormément le rythme des adversaires. Devant, je ne crois pas qu'on peut sortir un joueur et puis ne pas parler. Il y a Rafinha, il y a Yamal et il y a Lewandowski. Parce qu'aujourd'hui, Lewandowski n'est plus ce titulaire-là intouchable. Hein? Non, Lewandowski n'est pas ce titulaire indiscutable, mais à côté, vous avez des joueurs qui sont capables de servir leur grand frère, si je peux m'exprimer ainsi, parce que Rafinha, il s'est réveillé cette saison. Yamal qui continue dans sa progression. Il faut voir tout simplement les passes qu'il a délivrées hier en nettoyant, si je veux parler, si je veux utiliser les termes de PS par exemple, au Tutu Karena. Donc vous voyez, on a un groupe qui vit bien, qui a la joie de jouer ensemble et on voit que ça s'exprime sur le terrain. Une victoire 4-0. Qui peut arrêter le Barça? Le Barça peut s'arrêter lui-même parce qu'on a vu que déjà Vicente l'a dit, ils avaient enchaîné des victoires comme ça, mais on a vu que par après, ils ont enchaîné également des matchs sans victoire parce que ça ne marquait pas. Et aujourd'hui, le point fort, c'est que ce ne sont pas forcément les attaquants qui sont encore là, qui vont sauver, marquer. Mais on a aujourd'hui des latéraux qui vont marquer. On a des gens qui vont sortir du banc. Même avec le PSG, les latéraux marquent. Ce n'est pas seulement une marque. Hakimi et Nuno Mendes. Hakimi, je ne sais vraiment pas s'il est latéral. On verra bien. Donc, voilà, vous avez Olmo également qui est sur une bonne dynamique désormais, qui peut marquer. Ferran Torres peut sortir. C'est Olmo ou bien Omolu? Non, c'est Olmo. C'est Olmo qui peut marquer. Ferran Torres peut sortir marquer. Donc aujourd'hui, je pense que comme Delal l'a dit, c'est un groupe qui vit désormais bien et qui fait de très belles choses. Voilà, tout le monde est là et fait le nécessaire. Yamal, on sait, c'est pas le buteur qui va tout exploser, mais son activité dans les buts, son importance, sa création, tout ce qu'il peut apporter, c'est tellement énorme. Oui, Franck, on disait que le titre c'est à 3, mais il y aura des arbitres. Et on a vu, par exemple, Betis dans le rôle d'arbitre. C'est Betis qui prend 3 points au Real. Peut-être il y aura d'autres arbitres encore par rapport à ces clubs-là. Bien sûr, c'est un championnat et chaque match, chacun a envie de prendre des points, d'engranger des points. Surtout la dernière fois face au Betis, qui est bien classé pour le moment, qui est dans le top 10. Ils sont 6e actuellement. Et qui ont envie quand même d'aller chercher une place sur l'Europe. Donc ça va être toujours des matchs très serrés, surtout dans le dernier virage, que ce soit face au Barça, que ce soit face à l'Atlético ou Real Madrid. Et puis d'autres clubs comme les Ganes et autres Betis, ça va jouer Espanyol, pour Barcelone. les points. Donc ça va rester serré. Il y Je aura m'attendais à une réaction toujours. il y aura surtout des arbitres pour les 3 au sommet, c'est-à-dire le Real, le Barça et puis l'Atlético. L'Atlético, en tout cas. Quels ont été les bourreaux? Voilà. Bon. Osasuna, par exemple. Osasuna, par exemple. Las Palmas n'a rien dit. On aura fait le tour de la Liga. On va partir maintenant pour le Calcio. Benvenuto Calcio Italia. Il y a eu des choses comme la défaite de Como, qui n'a pas pu faire le poids devant bien sûr l'AS Rome. Mais ce match, c'était bien sûr l'Inter qui jouait contre le Napoli. L'Inter et puis le Napoli s'étaient donné rendez-vous samedi à 17h et à l'arrivée, ils se sont séparés en bons amis, un but partout. Mais beaucoup plus de regrets du côté de l'Inter Milan parce qu'ils ont mené tout au long de la rencontre. Depuis la 22e minute sur une réalisation de Federico Di Marco qui a été sorti après parce que blessé. Et puis on a vu une équipe du Napoli qui est toujours fidèle à elle-même. On ne joue pas forcément le très beau jeu, mais on est capable de faire mal à l'adversaire. Et il y a eu cette égalisation-là de Junior Philippe Illing. À 2 minutes de la fin, à 2 minutes de la fin pour permettre au moins au Napoli de ne pas
s'enliser dans une crise parce que ça, on doit le rappeler. Il y a quelques semaines, ils ont perdu pour perdre le fauteuil du leader licencié d'une longueur désormais. Oui, d'une longueur désormais face à l'Inter. Je crois que au moins sur cette rencontre-là, petite satisfaction pour le Napoli pour n'avoir pas perdu et de toujours garder cet écart-là face à l'Inter Milan. Et face à l'Atlético, plutôt à l'Atalanta aussi qui n'a pas gagné. L'Atalanta aussi n'a pas gagné, malheureusement. C'était face à Venezia. Ils n'ont pas su tirer avantage de ce nul. De ce nul-là, malheureusement, alors que Venezia, c'était 19e au classement, ils devaient au moins chercher une victoire sur cette rencontre-là. Mais malheureusement, Ademola Lookman Niretegui n'a trouvé le chemin défilé. Ça fait 0 but partout. Et on va parler de cette défaite-là aussi du Milan AC hier. Face à la Lazio Rome de Pedro Rodriguez qui a marqué dans cette rencontre-là. C'était sur une penalty. Une faute commise par le portier français Mike Maignan. Le Milan, on sait que depuis quelques semaines, ça ne va pas bien. Le coach et qui n'est plus en odeur de sainteté avec certains joueurs cadres. Et certains Conceição, c'est ça? Oui, Conceição et des joueurs également qui ne sont plus réellement à leur niveau, qui, dans le comportement, en matière de performance, ce n'est plus vraiment ça. Mais Chukwueze, au moins, on va dire que lui, le Nigérien, il a fait son entrée en jeu. Il a égalisé pour le Milan, c'est d'abord avant de voir le deuxième but. Voilà. Le gâte tout. Et voilà, il a causé le penalty, il n'a pas pu mettre l'arrêter. Il sauve souvent. Vraiment, le Milan aussi est en difficulté. Sergio Conceição n'a pu mieux faire. D'ailleurs, pour les débuts, que son compatriote Fonseca, qui est parti du côté de Lyon. Lui, il a remporté un trophée. Avant de partir. Non, je parle de Conceição. Conceição, je crois que c'était son premier ou son deuxième match. Il a joué une demi-finale, une finale, et puis il a remporté un trophée. Oui, on veut le voir en championnat surtout. Voilà pourquoi il est là. Donc, c'est compliqué pour le Milan. On comprend plus les résultats de ces derniers temps, alors qu'il y a des joueurs intéressants, des joueurs de gros calibre, on va dire. Même Milan ne réussit toujours pas, mais on verra bien ce qu'ils feront d'ici la fin de la saison. Léao qui fait l'artiste, qui au lieu de se projeter vers l'avant pour aller marquer, il se contente des dribbles. On dirait un Neymar à un moment donné. Quand il dribble l'adversaire, il est déjà content. Il fait le spectacle. Voilà. Oui. Et c'est justement l'un des problèmes que vient d'évoquer Noël. Aujourd'hui, Léao, c'est plus la sérénité. Vous avez également Théo Hernandez derrière, qui n'a toujours pas prolongé, qui n'est plus conscient. Il n'a plus la tête. Il préfère justement être dans les boîtes de nuit. Il a envie de partir. Aujourd'hui, le vestiaire du Milan, c'est le problème aujourd'hui. Aucun coach apparemment n'arrive à cerner ce vestiaire aujourd'hui. Et Ménia aussi, cette saison, c'est un peu tambour ouvert. C'est un peu tambour ouvert, quoi. Ça encaisse énormément, ça prend trop de buts. Ce n'est plus la sérénité. Il fait beaucoup d'erreurs et tout ça. La défense également inexistante. C'est les deux joueurs qui doivent porter Milan, c'est Léao et Hernandez qui étaient les points forts. Mais on voit que Léao, c'est toujours le spectacle, rien de concret et tout ça. C'est plus la sérénité dans le vestiaire. Rapidement, on retient quoi pour la journée? Au niveau du classement, vous avez l'Inter Milan qui est toujours devant avec 59 points, suivi du Napoli, 58 pour l'Inter, 57 pour le Napoli. L'Atalanta Bergame est toujours classé 3e. 4e, la Lazio Rome. La Juventus de Turin va jouer ce soir face au Hellas Vérone. Pourrait passer devant la Lazio Rome, parce que déjà, le week-end, ils étaient toujours devant la Lazio Rome. Et puis, oui, mais en même temps, à un moment donné, il va falloir rompre avec cette mauvaise série-là, qu'à chaque fois quand vous rencontrez une équipe, cette équipe-là devient votre chat noir et vous donne à chaque fois, je crois que peut-être... On va vérifier tout ça. On va voir ce qui va se passer ce soir. Alors, au bas du classement, vous avez 18e Empoli, 19e Venezia et puis l'AC Monza qui a encore été battu ce week-end. 20e au classement des buteurs, ça n'a pas changé parce que Retegui qui est devant n'a pas marqué. Il est toujours à 21 réalisations. Moïskine aussi cale toujours à 15 réalisations. Et puis Marcus Thuram
13 réalisations. Ça fait une disette aussi pour le fils de l'ancien champion du monde français. On va, Théo Ajavon, est-ce qu'on est ensemble? Oui, on va aller où maintenant? On va en Allemagne. Total Bundesliga. Total Bundesliga. En Bundesliga, les deux premiers gardent les mêmes distances. Le perdant du week-end, c'est Francfort. Francfort balayé par le Bayer Leverkusen 4-1. Une façon peut-être pour Leverkusen de préparer son match contre le Bayern Munich. C'est les deux puissances actuelles du championnat allemand, la Bundesliga. Et déjà vendredi, le Bayern a... Les deux ont gagné à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, le Bayern est allé dicter sa loi à Stuttgart. Menés, ils ont su revenir rapidement avec des buts au lycée, de Goretzka et puis du français Coman. Harry Kane n'a pas marqué, ça fait 3-1 à l'arrivée. On va noter, ça fait 2 matchs Kane ne marque pas. Oui. Voilà. Bon. Il est toujours en tête des buteurs. On espère que ça va arriver encore. Et on prend le résultat de Dortmund qui est allé gagner aussi à l'extérieur, 2-0. Sur des buts de Guirassy et de Adeyemi. Leipzig a perdu à domicile face à Mayence, un but contre 2. Un but contre 2 aussi dans le match Werder-Wolfsburg. Ça veut dire que Wolfsburg aussi a gagné à l'extérieur. Autre victoire à l'extérieur, celle de Mönchengladbach sur les installations d'Heidenheim, 3-0. On parlera également de Kiel qui est allé battre aussi victoire importante. Union Berlin, 1-0. Et puis Offenheim également qui a gagné à l'extérieur. Beaucoup de matchs, beaucoup de victoires à l'extérieur. Et ils ont gagné qui? Ils ont l'équipe gagné de quelqu'un. Bochum. Voilà. Donc ça fait au total 22 buts de marqués sur cette journée, la 24e. Quand on prend les meilleurs buteurs, vous les connaissez, Harry Kane est en tête, 21 buts, suivi de Patrick Schick, 16. Normalement, Marmouche est 3e, mais moi, je l'ai sorti du classement. Pour donner cette place à Guirassy, 14 buts. Klein Dienst également 14. Et puis Burkhardt également de Mayence qui est à 14 buts. La meilleure attaque, c'est bien le Bayern avec 72 buts. Marqués, soit 3 buts à chaque match. La meilleure défense aussi, 20 buts encaissés sur 24 journées. Le classement maintenant. Naturellement, on a le Bayern de Munich en tête avec 61 points, 8 points de plus que le Bayer Leverkusen, deuxième avec 53. Le Francfort est vraiment largué avec 11 points de retard sur le Bayer Leverkusen, troisième, 42 points. Mayence, sous la menace désormais de Mayence. Mayence qui est à 41 points et puis Fribourg qui boucle le top 5 à 40 points. Au bas du tableau, on retrouve Offenheim avec un peu d'oxygène qui quitte vraiment un peu la zone rouge, 13e, 25 points. 14e Union Berlin, 23 points. Saint-Pauli est 15e, 21. Bochum, 16e, 17. Et Kiel, 17e, 16 points. Et puis Heidenheim qui prend la place de Bochum pour le moment. 15 points. Voilà, on va faire le dernier tour maintenant. On va où maintenant? Dans l'Hexagone, Ligue 1. Tout à l'info, Ligue 1. Info, Ligue 1. Il s'est passé aussi des choses là-bas avec, question de sifflet aussi, on en parle dans un instant. Marseille, dans la tourmente avec son président suspendu, mais gagne à domicile au Vélodrome. Ça fait 2 pour le club phocéen, 0 pour Nantes, avec un but de Greenwood. Montpellier qui a joué aussi, c'était face donc à Rennes, et ça fait 4-0 pour Rennes avec un but de Seko. Fofana, l'Ivoirien, son tout premier depuis son retour. Voilà. Assignon qui également a marqué. Il est doux. Auxerre, dominé à domicile par Strasbourg, 0 but contre 1. Angers n'a pas fait le poids face à Toulouse à domicile, victoire toulousaine 4-0. Lyon l'emporte dans une rencontre, attention bien sûr, 2-1 où on a vu Fonseca qui a voulu prendre l'école d'un arbitre. Il y a également ce 4-1, victoire sans histoire du Paris Saint-Germain face à Lille. Lens n'y arrive plus.
Ça fait une défaite qui fait tâche à domicile, 3-4 devant qui? Devant le Havre. Saint-Étienne qui perd à domicile 1-3 face à Nice. Voilà donc les résultats au niveau donc, de la Ligue 1. Fonseca a perdu les nerfs, c'est ça? Ou bien les plombs? Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, c'est là où il va falloir reposer la question aujourd'hui au niveau de l'arbitrage du côté de la Ligue 1. C'est vrai, rien n'excuse ce geste et tout ça. Mais Fonseca, on ne le connaissait pas comme ça. Il a fait le Portugal, il est passé en Italie. Ces genres d'attitude, c'est très rare avec Fonseca. Il n'a jamais fait ça. Non, on ne voit pas Fonseca de la sorte. Mais il l'a fait hier. Justement. Donc, mais pourquoi ces derniers temps, tout le monde, Longoria aussi, quand il s'est surchauffé l'autre fois, on ne connaissait pas Longoria comme ça. Mais pourquoi ça devient comme ça en Ligue 1? À un moment donné, on doit poser la question sur l'arbitrage aujourd'hui en Ligue 1. C'est vrai, ce n'est pas qu'en Ligue 1, partout. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est à chaque fois comme ça? Et au lieu de demander aux arbitres de reprendre conscience, on veut toujours sanctionner, on va les sanctionner tout. Mais si ça continue comme ça, au lieu de sanctionner, il va falloir trouver plutôt la solution. Qu'est-ce qui amène les gens à être comme ça? Et donc, on m'a donné l'arbitrage en Ligue 1, c'est un peu, même en Espagne et tout ça, on doit revoir tout ça un peu. Vicente, je voudrais vous écouter sur l'attitude des clubs, des entraîneurs par rapport au sifflet. D'accord, souvent c'est verbal, mais hier Fonseca a voulu, voilà, je sais pas, il a voulu matérialiser. Bien, c'est quoi? Zidane avait fait quoi contre qui? C'est Materazzi, non? Non, mais après, je pense que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parfois d'être que ce soit sur le terrain ou en dehors. Hein, et quand vous avez déjà une fois joué, touché au football, vous allez comprendre que les décisions arbitrales, parfois... Tout le monde a déjà joué au ballon. Dans ce studio. Donc, voilà. C'est compliqué parfois d'accepter certaines décisions. Mais en même temps, cela ne justifie pas que aujourd'hui les terrains de foot soient un théâtre de combat physique à la main. Et je pense que c'est déplorable tout simplement l'attitude de Omar Fonseca. Mais en même temps, il faut rappeler que on sent quand même que ces derniers moments, il y a cette histoire d'arbitrage presque dans tous les Ça va dans tous les sens. Noël en parlait pour non, Noël n'en parlait pas, il accusait plutôt le Real. Oui, il voilà. accusait le Real. Je ne sais pas pourquoi il veut me faire sortir ce matin. Il veut te te faire sortir dans la posture de Fonseca. Bien dit que quand vous perdez une rencontre, vous avez non, Fonseca, lui, l'a gagné. Vous avez ce que j'avais dit, je répète pour que Vincent comprenne. J'ai dit que quand vous jouez une rencontre... Non, mais j'ai l'impression que tu n'as pas compris. Mais Noël Fonseca, lui, l'a gagné. Non, Fonseca, il a gagné et il a mal agi. Je pense qu'il doit être sanctionné. Il faut qu'on décourage ces actes-là. Parce que ça ne fait pas de la bonne publicité pour ce championnat. Il est venu jouer. Il est un professionnel. Il est là pour travailler. Quand même, quand vous êtes sur un terrain, vous êtes le premier responsable, vous êtes sur le banc, c'est à vous de communiquer, je dirais, cette confiance-là aux joueurs, les demander de se calmer. Il y a plusieurs instances dans un club. Il y a plusieurs... quand vous suivez des formations, on vous dit qu'il y a plusieurs étapes pour pouvoir réagir quand vous êtes triché ou pas. Mais cette dernière, vous n'avez pas les 3 points. Mais ça n'explique en rien. J'espère, je comprends que vous êtes frustré, que le sang est chaud dans le vif de l'action et tout ça. Mais allez jusqu'à agir de cette façon de Fonseca alors qu'il y a des jeunes qui suivent. Noël, ma question, est-ce que vous ne voyez pas que ça devient trop récurrent, la question du sifflet? Pourquoi on ne veut pas faire face à cela? Et quand on parle du sifflet, c'est celui qui parle du sifflet qui est sanctionné, alors que ça revient. Je ne dis pas que les arbitres sont parfaits. Non. Je pense, comme tous les autres... L'homme aussi n'est pas parfait. Voilà. Je pense, comme tous les autres, qu'il va falloir que tous ceux ces fédérations-là, essayent de s'asseoir à l'IFAB et tout ça, essayent de revoir les règles pour pouvoir permettre à tout un chacun de ne pas se sentir lésé sur la pelouse. Maintenant, ce que moi je condamne, ce sont des gestes et faits qui sont insupportables. Quand l'autre disait l'autre fois, il parlait de corruption, le sanction, il dit qu'il n'avait pas la même, explication de corruption. Franck, derrière Fonseca s'est quand même excusé. Il s'est excusé. Moi, je pense que ce qui
fait sortir certains entraîneurs comme Fonseca de leur gond, c'est la répétition, la récurrence dans les erreurs d'arbitrage. C'est des humains. C'est des humains. Mais parfois, il faut peut-être on réagit sans le savoir. Forcément, ce n'est pas un geste à encourager sur un match de football, mais il reste des humains. Des arbitres ont commis des erreurs qui ont fait perdre des clubs. Après, qu'est-ce qu'on leur a fait? Mais c'est de petites sanctions, mais peut-être ce club-là a perdu le titre de champion. Donc, il va falloir s'asseoir. Et ce qui fait encore vraiment mal, c'est que lorsque vous parlez de l'arbitrage, vous êtes sanctionné. C'est pas des dieux. Comme si c'est tabou, quoi. Oui, c'est pas des dieux, les arbitres. Franck, comment est-ce que... Non, vous n'avez pas la parole. C'est moi qui ai la parole. Donc, c'est difficile. Vous n'avez pas le droit de parler de l'arbitrage. C'est ça qu'il faut combattre maintenant. C'est important de le souligner. On en parle chaque temps. On aura un débat forcément pour pouvoir. Ce qui est rapidement. Pour moi, c'est l'attitude des supporters rennais. Non, mais à un moment donné, on ne comprend pas. Vous avez démarré l'année 2025, 5 matchs sans victoire. Vous étiez au bord du précipice. Hier, vous gagnez 4-0. Et les supporters se permettaient de siffler les joueurs parce qu'il n'y avait pas un beau jeu. Non, mais à un moment donné, c'est un sérieux. Rennes actuellement n'a pas besoin de beaux jeux. Quand Abibé s'est retourné pour demander ce l'objectif, c'était pour faire maintenir le maintien. Et maintenant, vous avez 4 victoires en 5 matchs. Vous êtes encore sifflé par ils avaient eu 5 victoires en plusieurs rencontres. En tout cas, on va dire tout simplement que le Paris Saint-Germain, voilà, on va faire sérieux, s'il vous plaît. Le Paris Saint-Germain est devant avec 62 points. Deuxième, Marseille 49. Nice est sur le podium. Lille est 5e. Lyon 6e, sans oublier que Monaco est bien 4e. Dembélé, 18 points, pas 18 points, 18 buts, est toujours en tête d'un meilleur buteur. Greenwood Football Club. 13 pour Jonathan David. On a fini le tour. On va parler Ligue des Champions maintenant. Ça va démarrer mardi avec 4 rencontres. C'est bien sûr les 8e de finale aller. Le club Bruges joue Aston Villa, le Real Atlético Madrid, PSV Eindhoven Arsenal, Dortmund Lille. Ce match attendu par tous, c'est bien sûr ce derby madrilène qui n'a rien à voir avec la Liga espagnole. Oui, c'est complètement différent et puis les compétitions sont assez différentes. Maintenant, c'est vrai que en Ligue des Champions, c'est le Real qui demeure roi, puisque ça fait quand même 6 rencontres que le Real a plié l'Atlético de Madrid. Maintenant, peut-être que les réalités de cette saison sont carrément différentes. C'est vrai que on peut dire que l'Atlético qui faisait face à ce Real dans les années antérieures était meilleur, mais également il ne faut pas oublier que les individualités qu'on retrouvait au Real en ce moment-là, c'était encore meilleur que celles qui sont là aujourd'hui. Donc, vous pensez? Oui, je pense bien. Là, on a les 4 fantastiques, on ne les avait pas avant. Mais oui, quand on prend un Real de Cristiano Ronaldo... C'est comme les Galatiques. La BBC, vous voulez dire? Oui, bon, on prend la BBC, par exemple, le niveau est trop high que par rapport aujourd'hui à des joueurs qui à l'époque, il y avait le meilleur milieu du monde. Aujourd'hui, la constance n'est pas forcément de mise du côté du Real. C'est vrai qu'on parle des 4 fantastiques. Parfois, c'est Bellingham qui rate 2 matchs pour carton, parfois c'est Vinicius qui est absent, qui ne sera pas là physique, tu vois, donc Mbappé qui est muet face à certains dans certains matchs, donc ce n'est pas vraiment la constance qu'on a forcément constaté au niveau du Real en Ligue des Champions, mais ce sera quand même face à un ancien client, donc psychologiquement le Real prend l'avantage. Toutefois, sur le terrain, l'Atlético s'est bien maîtrisé également à un moment donné, cette équipe du Real. On sait que parfois c'est in extremis que le Real a dû se qualifier, ou parfois c'est avec de l'expérience aussi, mais je pense que El Cholo, Diego Simeone est sûrement actuellement en train d'analyser comme il le fait souvent. Voilà. Tout simplement lui porter du compte. Le Real joue à domicile de la Nove et il va falloir peut-être commencer à faire la différence avant de se déplacer
au Wanda, comme on le dit. Non, quoi qu'on dise, que ce soit à l'aller ou au retour, le Real, comme Vincent l'a dit, part quand même avec la faveur de pronostic. On est en Ligue des Champions, on sait combien de fois le Real, avec des joueurs que peut-être on ne connaît pas, a fait mal à ses adversaires dans cette compétition-là. La saison écoulée. On a vu tout ce que le Real fait dans cette compétition et j'espère qu'au moins sur cette phase aller, le Real va se faire respecter. Même s'il y a des absences de taille, on ne va plus commencer par les citer, mais on a quand même des joueurs qui sont des valeurs sûres, qui peuvent être, se mettre quand même au diapason de la compétition pour battre le Atlético de Madrid. Mais AT, on sait très bien que c'est ce club-là qui ne va pas ouvrir le jeu. Ils vont toujours être fidèles à leur principe de jeu, c'est-à-dire fermer derrière et puis se projeter vers l'avant avec des flèches qu'on connaît. Antoine Griezmann et puis l'Argentin dont on parlait Julian Alvarez, sans oublier un joueur comme Dovbyk. Non, pas Dovbyk, Sorloth. Sorloth qui joue bien face au Barça. Sorloth qui marque bien face au Barça. Oui, mais il peut également faire mal à l'Atlético de Madrid si fait mal au Real Madrid. Si Rudiger, voilà, on sait très bien qu'il est capable du pire comme du bien. On espère vivement ce que ces deux équipes-là vont nous donner. PSG, Liverpool, Noël, c'est mercredi. Oui, c'est mercredi. Et je pense que ça va être un grand test pour ce PSG-là de Luis Enrique, qui a déjà battu l'autre club anglais, Manchester City, au Parc. Maintenant, cette fois-ci, on verra bien la capacité de ces joueurs, parce qu'en face, il y aura un aller-retour. Voilà, il y aura un trio très tranchant, Salah, Szoboszlai et Luis Diaz. Maintenant, au milieu de terrain également, vous avez des joueurs comme McAllister qui sont capables de se battre. Gravenberch qui sont capables de se battre du début jusqu'à la fin. Maintenant, on verra bien le comportement de ces joueurs-là. Quand on sait que depuis un moment, c'est Ousmane Dembélé qui est devenu le buteur maison. Il est d'ailleurs meilleur buteur de cette Ligue 1-là, qui sera face à Liverpool. On verra le comportement de ces joueurs-là, Barcola, Désiré Doué et ils ont tous marqué ce week-end. Oui, ils ont marqué ce week-end. Donc, je pense que ça va être un grand test pour ce PSG-là à domicile. Et si le PSG se fait prendre à domicile, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué au retour, parce qu'à Anfield Road, il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui n'ont jamais vécu ce qui se passe là. Sinon, Bayern, oui. Oui, Liverpool, on aura un duel vraiment intéressant. Si ces deux équipes se réveillent en forme le jour, là, on aura un grand match. C'est vrai qu'en milieu, on a plus d'impact du côté de Liverpool que du côté du PSG, mais surtout sur le côté de Arnold également, il va falloir faire attention beaucoup pour Liverpool, parce que on sait que du côté du PSG, on a des joueurs qui vont très vite, qui aiment le 1 contre 1, Barcola, que ça soit Doué, Kvaratskhelia. Et on sait comment également Arnold également monte. Donc de ce côté-là aussi, le PSG aura un grand coup à jouer. Au-delà de tout, le fait qu'on leur met en challenger, je pense que ça leur enlève un peu la pression. Ils ne sont pas favoris. Justement, ils vont jouer un peu libérés, parce qu'ils n'ont pas... Quand tu perds face à Liverpool actuellement, ce n'est pas catastrophique, ce n'est pas criminel. Qui sera le favori de Bayern, Franck? Lorsqu'on prend peut-être le vécu des deux clubs, on va dire que le Bayern de Munich est naturellement favori sur un tel match. Mais quand on regarde ce qu'il s'est passé en championnat et dans d'autres compétitions en Allemagne, on est tenté de donner, on va dire, un petit peu d'avantage au Bayer Leverkusen, parce que là, la dernière fois en championnat, ça n'a pas été facile pour le Bayern. Il y a eu vraiment beaucoup d'occasions pour les hommes de Xabi Alonso, et ça s'est terminé sur un 0-0 malheureux pour les deux clubs. Le Bayern est en tête du championnat avec 8 points d'écart. Et ça peut être, on va dire, un avantage psychologique et mental. Maintenant, sur ce match en Ligue européenne des champions, il va falloir le jouer. Il va falloir y aller avec beaucoup d'expérience, beaucoup de solidité. Quand on prend cet aspect-là, le Bayern, en matière de Ligue des champions, est avantagé. Mais attention au Bayer Leverkusen. Avant d'aller aux auditeurs, Vicente, je voudrais vous écouter sur Benfica Barça. Waouh, c'est un remake du 5-4. On va dire, oui, du 5-4. Voilà. C'était la dernière journée. La dernière journée de la saison régulière. De la phase régulière. Mais aujourd'hui, le Barça se porte mieux.
je ne sais pas comment va aborder. Même quand le Barça n'allait pas mieux, le Barça a gagné, a remonté le Benfica. Oui, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Il y a eu c'était un match polémique, il faut le rappeler. Oui. Après, le Benfica n'avait pas su garder son avance au score. Maintenant, cette fois-ci, je pense que le Barça est meilleur. Mais nous sommes en Ligue des Champions, tout peut se passer, c'est un aller-retour. Donc il va falloir tout simplement éviter le pire. Il va falloir que le Barça prenne les devants déjà en aller. Mais Benfica avec l'ancien du Real et du PSG, Di Maria aussi. Ancien de Manchester United aussi. Non mais quoi Vangelis Pavlidis, c'est oui. On va donner la parole à deux auditeurs pour forcément se prononcer. Le 92 0331 97 24 26 26 pour évoquer justement. Voilà. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est CR7. CR7, nous vous écoutons. Ok, bon début de semaine à vous tous. Merci beaucoup. Mon club a un petit souci. Cette saison, on a des blessures qui nous ont dérangés. Mais je ne comprends pas pourquoi Perez et Carlo Ancelotti ne veulent pas étoffer le groupe. Ce sera en juin, hein, il n'y a plus. Voilà, c'est fermé. Oui, logiquement, ils allaient faire ça en hiver. Peut-être qu'il y a des joueurs libres aussi qui peuvent arriver. En tout cas, on va espérer. Sinon, ça ne va pas du tout. On est en train de bricoler seulement. D'accord. Merci. Okay. Bonne chance. Merci. Bonne chance à vous pour ce mardi. Allô? Oui, bonjour Latif. Oui, bonjour Koro. Di Maria qui n'a même pas fait 90 minutes. Et Bissé, je trouve que celui qui peut faire mal au Barça. Koro? Vous avez fini? Non. D'accord, continuez. On a le temps qui nous talonne là. Bonjour à tous les branchés. Merci et bonne chance à votre club. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? S'il y en a, on le prend. Je crois que oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Cogito, on va aller rapidement. Je suis là pour vous dire que, bien sûr, en championnat, le Real n'est pas en forme. Mais vous tous, vous savez qu'en Champions League, vous savez ce qui se passe. On verra bien. Noël n'est pas d'accord. Hein? Il n'est pas d'accord. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes lundi. On parle français. Sans oublier. Allô? Oui, allô? J'oublie pas mon rédacteur en chef à côté de toi. Bonjour. Merci. C'est nous notre rédacteur en chef. Cogito, merci à vous, merci à CR7, merci également à Koro Bouroukanjo, au Faustin. Merci à vous, Noël. Merci Latif, merci à tout le monde. Je vais saluer un ami qui nous suit, qui suit beaucoup Sport FM, Germain depuis Attiégou. Coucou à Roméo Mileko. Merci Franck. Merci, excellente semaine à toutes et à tous. Coucou également à Fifi Assogbavi. Merci à vous. Merci Latif, bon début de week-end, de semaine. Bon, pas le week-end. Bon début de semaine. Il a un programme. Mais il a passé un très bon week-end. Oui, Vicente. J'ai vu Vincent jouer. Vicente, on va aller rapidement. Merci. Ah oui, merci aussi à votre brodeur. Hein. C'est très très belle tenue. Voilà, merci. Belle semaine de travail à tous. Merci à Théo Ajavon, merci à Eloma de voir. Je suis Latif Yoruba. Bye bye.